Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi ? Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent ? Je m'appelle Titiou Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Mes chers amis, nous voilà presque à la fin de ce podcast. Pour finir en beauté, voici un épisode un peu spécial. Il sera plus long que les précédents et d'une densité à peu près équivalente à celle d'une table en bois. Bref, ce n'est pas l'épisode à écouter en passant l'aspirateur. En 2020 est sorti un livre important. Intitulé Le genre du capital, il est le résultat de 20 ans de travaux de 2 sociologues, Céline Bessière et Sybille Golac. J'ai eu la chance de les interviewer toutes les deux assez longuement. Elles vont nous raconter comment, au moment des séparations et des successions, les femmes se trouvent défavorisées par rapport aux hommes. Traditionnellement, on étudie la répartition des richesses en fonction des classes sociales. Souvent, dans les travaux, on se sert de la famille comme d'une unité pour calculer la répartition des richesses, par exemple à l'échelle de la France. Problème, on a tendance à oublier que la famille est constituée d'individus et que la répartition entre eux n'est peut-être pas égale. Dans le genre du capital, les 2 chercheuses sont allées voir, dans les familles, comment se répartissait l'argent. Et, aux surprises, elles ont découvert qu'il était aux mains des hommes. Bien sûr, on sait que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, même à poste égal. Mais le salaire, ce n'est pas le plus important dans notre société. Ce qui fait vraiment la différence de nos jours, c'est le patrimoine. Ce qu'on possède, en avoir ou pas. Être propriétaire d'un logement, avoir hérité d'un commerce ou d'une terre. Or, les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes en France ont tendance à s'aggraver. Pourquoi ? A priori, les hommes n'héritent pas plus que les femmes. A priori, oui. Dans la réalité, les choses sont un peu différentes. Vous allez entendre à ma voix l'enthousiasme que ce sujet déclenche chez moi. Je pense qu'au fond de mon cœur, il y a une notaire contrariée qui dort. Bienvenue au cœur des arrangements familiaux. Alors, les successions, j'ai trouvé ça fascinant. Mais déjà, j'aime bien les histoires de succession, mais ça, c'est mon petit côté Balzac. Mais non, mais c'est vrai, on pourrait écrire des nouveaux romans sur les histoires de succession de nos jours, sur ce que vous racontez. Donc, en gros, maintenant, on est quand même sûr, on a une loi qui dit que les parents ne peuvent pas, dans leur testament, flouer un de leurs enfants, en favoriser un au détriment des autres. Ça, c'est la loi. Il faut être juste et équitable dans la répartition de ce qu'on laisse. Et donc, vous expliquez comment ça n'est pas du tout le cas. Et que quand il y a des frères, des sœurs, c'est quand même le fils aîné, ou en tout cas le fils, qui va faire le plus gros héritage. Et donc, vous êtes assez dur avec les notaires, avec plusieurs professions comme ça, sur comment ils organisent, en fait, j'ai envie de dire, une forme de spoliation des filles, quoi. La loi que vous mentionnez, elle n'est pas récente. C'est 1804, c'est Napoléon. Donc ça fait 200 ans que, sur le papier, dans le Code civil, les fils et les filles, quel que soit leur rang de naissance, doivent hériter de la même chose. Alors, il y a des subtilités du droit. Il y a la quotité disponible, mais enfin, tous les héritiers sont des héritiers réservataires. Et on a eu un très bel exemple au moment où on était en train d'écrire le livre, c'était l'affaire Johnny Hallyday, dont évidemment on s'est saisi parce que là, d'un seul coup, c'était le Code civil pour les nuls, c'est-à-dire qu'on voyait un cas d'une fratrie où ces enjeux de se poser et puis de façon très très médiatisée, ce qui est rarement le cas des affaires de succession. Donc d'un point de vue du droit, on pourrait dire ça devrait être bon, mais en fait ça fait juste 200 ans que les notaires s'arrangent avec le droit, non, ils appliquent le droit, parce que quand on regarde les actes notariés, tout est absolument en règle, évidemment, puisque ce sont des officiers ministériels chargés d'appliquer le droit. Donc les parts ont l'air absolument équitables, mais le travail qu'on a fait sur les successions, c'était d'aller voir dans les familles les uns et les autres, et les unes et les autres, c'est-à-dire de ne pas avoir une famille, un récit sur la succession, mais une famille, plein de récits sur la succession. Donc la veuve, le fils, les filles, donc les cadets, les aînés. Parfois, c'était les petites filles et les petites filles-fils qui nous faisaient les dessous de ces histoires. Et avec tous ces récits, on pouvait voir qu'en fait, ce qui sur le papier avait l'air d'être
équitable, en réalité, c'était l'objet de tout un tas d'arrangements, des choses qu'on compte, des choses qu'on compte pas, des sous-évaluations aussi, beaucoup, de certains biens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les statistiques. En fait, les fils et surtout les fils aînés héritent davantage des biens physiques qu'on a appelés les biens structurants, donc les entreprises quand il y en a, les maisons de famille quand il y en a. Et en fait, les autres frères et sœurs, et donc notamment les sœurs, vont recevoir des compensations qui, sur le papier, ont l'air de compenser le montant de ces biens structurants, alors qu'en pratique, ces biens structurants sont sous-évalués, ce qui fait que la compensation, elle vaut pas, quoi. Ce que vous appelez, donc ce que vous allez expliquer, la comptabilité inversée. Mais c'est le jour où vous avez trouvé ça, vous deviez être contente quand même. Parce que non, mais je me suis dit, c'est le nombre de cas dont j'ai entendu parler autour de moi où en fait, on a appliqué la comptabilité inversée. Sybille. Alors oui, ce dont on s'est aperçu, c'est donc ces professionnels du droit, en particulier les notaires. Leur travail, c'est pas tellement de faire appliquer le droit, mais plutôt de faire rentrer dans les cases du droit ce qui est arrangé dans les familles. Ce que les gens veulent, en fait. Voilà, ce que les gens veulent. Alors, ce que les gens veulent, il va falloir préciser un peu quels gens, comment, etc. Mais donc, ce qu'on constate, c'est que voilà, dans les familles, dans les patrimoines familiaux, il y a donc ces fameux biens structurants, donc qui sont à la fois pour des raisons symboliques, mais aussi économiques, qui sont très importants pour définir le statut social de la famille. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être une maison de famille. Et en fait, la première chose qui se décide, c'est à qui on va transmettre ces biens structurants. Et là, on voit que statistiquement, on l'observe statistiquement, et on l'observe quand on enquête auprès des familles, ce sont le plus souvent des garçons, et même les premiers des garçons. Ça va aussi avec le fait que ce sont les fils qui transmettent le nom de famille. Nom, c'est ce que je me suis dit, que c'était très lié à ça, cette transmission du nom du patronyme, justement. Ouais, et donc du patrimoine. Oui, donc ce qui donne une place particulière aux fils dans la transmission du statut social familial. Et donc, avec ça, va la transmission de ces fameux biens structurants. Donc, c'est ça qui se décide en premier. À qui va être attribué ce bien structurant qu'on ne peut pas démanteler, en fait. Et c'est ça qui est premier. Et du coup, les notaires, au lieu de faire ce qui, théoriquement, devrait être, c'est-à-dire faire l'inventaire de tous les biens qui composent une succession, ou dans les divorces, de la même façon, tous les biens qui composent un patrimoine conjugal, les évaluer, avoir la valeur totale, la diviser en parts égales et ensuite recomposer les parts comme c'est possible, quitte à vendre certains biens si on peut pas faire autrement. Non, ils font pas ça. Ils suivent les arrangements familiaux. Donc le bien est attribué et après on va faire toutes les évaluations, utiliser tous les outils juridiques possibles pour que sur le papier ça ait l'air de parts égales. Et ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est aussi pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que donc ces comptabilités inversées qu'on a qualifiées de sexistes dans le livre, c'était pas pour dire ces gens sont sexistes. Certains le sont sans doute, mais d'autres ne se perçoivent pas comme tels et ne tiennent pas de discours sexistes. Mais voilà, il faut bien penser que les notaires, ils sont eux-mêmes titulaires d'une étude dont ils ont parfois hérité directement, où ils sont issus en fait la très très grande majorité d'entre eux de familles d'indépendants. C'est-à-dire même ceux qui sont d'origine populaire peuvent être filles ou fils de boulanger, par exemple. Et donc, ils sont en fait extrêmement sensibles à, quand on détient un patrimoine professionnel, une entreprise, une étude notariale, comment on peut garantir sa transmission à la génération suivante. Et ça, je pense que les notaires, comme les membres des familles, ils sont animés d'un désir qui est quand même très très largement partagé, qui est celui d'assurer l'avenir de ses enfants, se dire que ces enfants auront un statut au moins équivalent à celui qu'on a. Et en fait, du coup, le travail qu'ils font, c'est pas tant l'application du droit, que faire rentrer les arrangements familiaux dans les cases du droit. Et par là même, ils avantagent du coup les hommes qui vont plus souvent recevoir ces biens structurants, tandis que les femmes vont plus souvent recevoir des compensations monétaires sans avoir la garantie qu'elles sont vraiment l'équivalent de ces biens patrimoniaux, qui par ailleurs sont des biens qui généralement fructifient assez bien, que ce soit les biens immobiliers ou les entreprises. C'est aussi des biens qui vont se valoriser au cours du temps. Mais alors, il y a aussi les donations, quand on donne de l'argent avant de mourir. Les donations, oui, et ça, mais que les familles le font plutôt pour les fils aussi. Ce qu'on appelle l'héritage, strictement, c'est le moment, c'est ce qui se règle de la succession au moment du décès. Mais dans beaucoup de familles, et notamment les familles qui ont du bien,
les professionnels du droit, et notamment les notaires, encouragent à organiser la succession en amont du décès, et c'est donc ce qu'on appelle les donations, donc faire des donations. Puis il y a un encouragement aussi fiscal à faire des donations régulièrement à ses enfants. Et en fait, le temps c'est de l'argent. Et plus on l'a tôt, plus on peut faire fructifier l'argent. Évidemment. Et plus on... Évidemment, c'est pas du tout la même chose de recevoir une donation quand on s'installe dans la vie à 35 ans ou 40 ans, ou de recevoir un héritage à 75 ans. On voit bien que ça n'aura pas du tout la même incidence sur sa carrière patrimoniale. Et donc, on constate, et là aussi, on arrive à le retrouver dans les données statistiques, que ces biens structurants sont transmis plus tôt à des fils. Mais alors, pourquoi ? Parce que, je ne sais rien, est-ce que c'est parce qu'ils montent plus d'entreprises et que du coup, les parents se disent, il faut l'aider ? On sait pourquoi ? Alors oui, il y a cette dimension de l'installation professionnelle. Peut-être que quelque chose qui joue aussi, c'est l'écart d'âge entre conjoints. C'est-à-dire que les femmes se mettent en couple plus tôt avec des hommes plus âgés. Et au moment de l'installation des couples, il est possible que, quand les filles s'installent, en fait, c'est plutôt le patrimoine de leur conjoint qui est mobilisé. Et du coup, elles ont moins besoin de mobiliser leur patrimoine familial, alors que pour les garçons, c'est l'inverse. Par ailleurs, quelque chose qui joue et qui fait aussi que ce sont les hommes qui reçoivent les biens structurants, c'est que dans le livre, on les appelle les bons héritiers. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, dans la société française, à diplôme égal, les hommes ont des carrières professionnelles nettement plus favorables. Et donc, c'est là aussi que c'est difficile de dissocier ce qui se passe dans la famille de ce qui se passe dans le reste de la société. C'est que, au fond, quand les parents vont donner de l'argent à un garçon qui s'installe, qui veut devenir indépendant, ou lui transmettre une maison en se disant lui, il aura les reins suffisamment solides pour la conserver, l'entretenir ou bien faire des travaux dedans, ou bien même rembourser les parts de ses frères et sœurs. En fait, il faut des revenus pour ça. Après, c'est à ce moment-là que du coup, c'est celui qui a les reins financièrement les plus solides qui va hériter plus de choses. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est cette espèce de cercle vicieux qui fait que les hommes sont plus crédibles pour hériter des biens structurants, pour recevoir tôt des donations qui vont faire fructifier, tandis que les filles se retrouvent en situation de mauvaise héritière. Et du coup, effectivement, les hommes accumulent d'autant plus, et ça vient un peu confirmer les idées reçues. Ouais, parce qu'une des questions qu'on pourrait se poser quand même à la lecture de notre livre, c'est pourquoi les femmes se font avoir à ce point-là. Enfin, pourquoi elles acceptent de se faire avoir à ce point-là, puisque ces histoires de succession, elles vont très rarement au tribunal. C'est moins de 5% des successions qui vont au tribunal, c'est-à-dire en litige. Ça veut dire que 95% d'entre elles se règlent à l'étude notariale, et les notaires, ils se présentent comme dans un rôle de pacificateur des relations familiales. Ils sont chargés de faire émerger un consensus. Donc ça se joue au consensus, tout ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes acceptent ça, enfin en tant que sœurs, d'être moins bien loties que leurs frères. Une des raisons, c'est le fisc. C'est l'idée que si ça va au tribunal, quand même, peut-être il va falloir un peu déclarer à leur vraie valeur les biens physiques, et que donc du coup, on va payer, tout le monde va collectivement payer plus d'impôts sur cette succession. Une autre raison, c'est aussi ce que nous, sociologues, on appelle la socialisation. Donc, c'est un gros mot pour dire tout ce qu'on a appris en tant que... Donc, la socialisation de genre, c'est ce qu'on a appris en tant qu'homme et en tant que femme, mais dès l'enfance. Et en fait, les filles et les femmes, c'est elles qui prennent en charge tout le travail émotionnel, tout le temps, en fait, de pacification des relations familiales, de faire en sorte que les gens s'engueulent pas, quoi, et que ça se passe bien, de prendre soin de l'autre, y compris dans le sens de ne pas se fâcher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans ces récits de succession. C'est le nombre de femmes et de filles qui savent très bien qu'elles se sont fait avoir, mais qui ont laissé faire au nom de la paix des familles.
Alors peut-être aussi quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que c'est une affaire de genre, pas une affaire de sexe. C'est-à-dire que finalement, ça dépend aussi de la composition des fratries. On peut avoir dans des fratries où il y a que des filles, par exemple, une fille qui endosse ce rôle de repreneuse du statut social familial, qui va être chiante, et puis une autre sœur qui, elle, va arrondir les angles, accepter de la même façon que dans des fratries où il y a que des garçons. Va y avoir. Donc c'est pour ça qu'on parle de rôle genré, de rôle féminin et masculin, qui, selon la configuration de la fratrie, en fait, vont être endossés de fait par des hommes ou des femmes au sens biologique et administratif du sexe qui leur est attribué à la naissance. L'autre point sur lequel se concentre le livre pour comprendre les écarts de patrimoine entre femmes et hommes, ce sont les séparations. Et quand on regarde les chiffres, beaucoup de stéréotypes volent en éclats. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au moment d'une séparation, les femmes gardent plus souvent les enfants. Et c'est toujours vrai dans les séparations et les divorces. Et que du coup, elles gardent le domicile conjugal. Et en fait, ça, c'est vrai dans les HLM, c'est vrai dans le logement social. Mais c'est déjà nettement moins vrai dans la location privée, où là, en fait, il y a quand même beaucoup de couples qui ne peuvent pas garder leur appart au moment où ils se séparent. Et puis pour les propriétaires, c'est plutôt les hommes qui gardent les appartements ou les maisons en propriété, parce que les femmes n'ont pas les moyens de racheter les parts. Donc c'est là encore l'élément, dans les couples de classe moyenne supérieure, pour qui l'élément principal de leur patrimoine c'est leur maison ou leur appartement, ce sont les hommes qui parviennent davantage à les garder. Et du coup, se remet en place la même logique de la comptabilité inversée. La question devient: combien est-ce que celui qui garde cet élément structurant du patrimoine, donc la maison, l'appartement, peut reverser à l'autre? Et même chose quand il y a des entreprises, donc là c'est encore beaucoup plus manifeste, là ce sont vraiment massivement les hommes qui les gardent et qui compensent selon les disponibilités en fait de capital qu'ils ont, leur ex-épouse. Il y a des scènes assez terribles que vous racontez dans le livre, notamment une femme qui a la garde de son enfant et pas à temps plein, et en fait elle a besoin que son ex-mari garde leur enfant pour aller travailler. C'est terrible parce que ça en dit tellement long sur la répartition des rôles genrés. Est-ce que une de vous deux peut raconter la réaction quand même de la justice, en face ? C'est une audience au cours de laquelle une mère réclame que le père prenne bien, comme c'est prévu, son enfant le mercredi. Et la juge qui mène cette audience, avec qui on discute ensuite en entretien, nous explique qu'elle est choquée. Elle dit, mais cette femme, on dirait que son enfant, c'est la patate chaude. En fait, en regardant un peu systématiquement les comptes rendus d'audience qu'on a rédigés, donc avec toute une équipe de recherche, on a assisté à 300 audiences aux affaires familiales, on a constaté qu'en fait, une des très grosses inégalités, c'est que à chaque fois qu'un homme prend en charge les enfants, par exemple le mercredi, il est formidable. C'est vraiment, alors là, qu'est-ce qui s'implique dans sa paternité, quand même les choses ont changé, etc. Les nouveaux papas. Et voilà, les nouveaux papas. Et par contre, pour une femme, c'est quasiment impossible de refuser de s'occuper de son enfant quand le père ne peut pas s'en occuper. C'est-à-dire que déjà, c'est quasiment socialement impossible pour une femme de ne pas demander la garde de son enfant. C'est-à-dire que même dans les cas où la garde n'est pas accordée à la mère, en général, elle la demande. Et si on lui accorde pas, c'est parce qu'elle a soit de très grosses difficultés psychologiques, matérielles, médicales. Mais elle demande toujours la garde. Et que par ailleurs, même quand elles ont la garde, il est extrêmement difficile d'exprimer qu'elles ont une contrainte professionnelle qui les empêche de s'occuper des enfants à certains moments. Et quand un père lui dit « Ah non, moi je peux pas les prendre à ces vacances-ci, je peux pas le prendre ce jour-ci, il faut que je le récupère non pas à 18h mais à 20h à cause de mon travail », le présupposé derrière, c'est toujours que la mère sera là pour s'en occuper. Et si jamais elle dit « Non, je ne peux pas être là », à ce moment-là, on a des réactions comme celle de cette juge qui dit « Mais son enfant, c'est la patate chaude ». Et donc ça, de la même façon qu'on a essayé de comprendre pourquoi les notaires, les avocats mettent en œuvre ce qu'on a appelé des comptabilités inversées sexistes, pour les juges, on s'est demandé « Mais pourquoi cette femme juge, elle a ce regard-là ?» C'est une femme qui fait carrière, elle travaille, elle est très diplômée. Et en fait, on s'est aperçu que ces femmes juges, pour la majorité d'entre elles, en fait, dans leur couple, c'est elles qui s'occupaient des enfants, c'est elles qui ont la charge mentale, c'est elles qui gèrent, et elles le disent d'ailleurs. Elles le disent, moi je gère.
Et alors là, quelque chose qui joue aussi, c'est que elle gère, mais avec un niveau de revenu relativement élevé, et que du coup, elles ont du mal à percevoir pour des femmes qui ont des revenus moins importants, que c'est très difficile de déléguer en fait la garde des enfants. Et par ailleurs, la majorité d'entre elles reçoivent assez mal des demandes de femmes qui en fait viseraient à réclamer d'être elles aussi déchargées par le père de la garde des enfants, qui prennent sa part et que lui aussi, il sacrifie un peu sa carrière. Et là, on voit aussi que demander à un père de sacrifier sa carrière, pour les juges et pour la plupart des personnes auprès desquelles on a enquêté, en fait, c'est vraiment pas évident. Et là, on retrouve ce rôle spécifiquement attribué aux hommes d'assurer le statut social familial, de le transmettre. Et c'est pour ça aussi que les juges, hommes et femmes, sont si prompts à préserver les carrières masculines. Y compris sur des très faibles revenus. Ça, vous expliquez qu'il y a une espèce de peur sur les pères qui gagnent peu, qui sont vraiment au SMIC, etc. Si on les force à une pension alimentaire trop élevée, bizarrement, on se dit oui, non, mais ça va trop l'amputer. Du coup, il va peut-être arrêter de travailler, se mettre en, voilà. Exactement, ça c'est le présupposé pour les pères de classe populaire, c'est que si la pension est trop élevée, il va s'arrêter de travailler et donc du coup on préfère le déclarer impécunieux. Et ce qui aussi, en l'occurrence, arrange souvent les femmes parce que si le père est déclaré impécunieux, la CAF prend le relais avec l'allocation de soutien familial et quand on sait qu'il y a près de 40% des pensions alimentaires impayées, il vaut peut-être mieux avoir une pension assurée pour une femme de la caisse d'allocation familiale que de devoir réclamer ou d'avoir l'incertitude sur le paiement de la pension pour les pères, si la pension vient du père. Et est-ce que vous avez vu des cas de... Alors, parce que moi, du coup, en général, je m'intéresse à la question quand les couples sont encore ensemble. J'étais très étonnée. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas exactement combien gagne leur conjoint et quels sont, ou quel est le patrimoine d'ailleurs de leur conjoint. Il y a une espèce d'obscurité sur les sous de l'autre qui, du coup, c'est des avocats qui m'avaient dit ça, posent des graves problèmes au moment des divorces, quoi. Faut varier selon les classes sociales parce que on démarre quasiment le livre en disant ça. Dans les classes populaires, et c'est documenté depuis très très longtemps dans les familles ouvrières traditionnellement et encore aujourd'hui, l'argent, ce sont des questions de femmes. Donc, Olivier Schwartz le montrait dans les années 80 que c'était la mère qui récoltait tout l'argent de la famille et faisait des petites enveloppes qu'elle distribuait aux uns et aux autres. Anna Perrin-Heredia, plus récemment, a montré comment dans les familles populaires, qui sont souvent des familles endettées, où en fait l'argent, c'est plutôt des problèmes d'argent. Quand l'argent, ce sont des problèmes, ce sont les femmes qui s'en occupent, qui payent les factures, qui gèrent justement les impayés de factures, les retards, qui gèrent les rapports avec les administrations et tous les créanciers. Alors que plus on grimpe dans la hiérarchie sociale et plus il y a de l'argent et plus il y a du patrimoine, plus le capital est une affaire d'homme. Donc là aussi, ça a été montré par des collègues, notamment Camille Erlin-Giré, qui a travaillé sur les gestionnaires de fortune et sur les couples, sur les personnes qui payent, ou qui payaient l'ISF. Et elle montre tout à fait l'ignorance de certaines femmes du patrimoine de leur conjoint. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi. Des femmes qui divorcent de conjoints riches, mais qui ne savent pas exactement l'ampleur de la richesse. Alors, il faut dire aussi que plus il y a de la richesse, plus il y a des professionnels pour s'en occuper, des comptables, des fiscalistes, et qui vont produire de la complexité de la richesse. La richesse, quand il y en a beaucoup, elle devient très compliquée. Il y a les entreprises, c'est des holdings qui se détiennent les unes les autres, etc. Donc tous ces professionnels, en fait, créent de la complexité, qui a en fait en général un but, qui est de payer moins d'impôts. Mais en l'occurrence, donc là, on a repris un concept qui est celui de production de l'ignorance, qui vient des chercheurs qui ont travaillé sur l'industrie du tabac, qui produit l'ignorance de la nocivité du tabac. Eh bien, de la même façon, les gestionnaires de fortune, fiscalistes, notaires, comptables, etc., ils produisent de l'ignorance sur l'ampleur de la richesse qui est détenue par ces hommes. Et ça produit de l'ignorance pour le fisc, mais aussi pour leurs épouses qui ne savent plus très bien à quoi elles pourraient prétendre en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu dans le livre, vu dans nos enquêtes et dont on parle dans le livre. Ces femmes qui ne savent pas exactement combien gagne leur mari. Mais c'est pas seulement, on pourrait dire, il faudrait qu'elles s'y intéressent un peu, donc il y a un peu de ça. Mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas qu'elles s'y intéressent. C'est dans les deux sens. Ou leurs conjoints ne veulent pas qu'elles s'y intéressent.
Et dans les classes populaires, ça aussi j'étais étonnée, vous notez quand même des écarts de revenus très importants entre les hommes et les femmes au sein des couples. Là aussi, en général, les classes populaires, on en fait une espèce de gros bloc, en mettant tout au masculin quand on en parle dans les médias. Et en fait... Ouais, les écarts de revenus maximum, ils sont maximum tout en haut et tout en bas. Donc, ils sont maximum dans la bourgeoisie économique, quand il y a vraiment beaucoup de patrimoine et des revenus très élevés. Et ils sont aussi maximum dans les plus petites tranches. Donc, nous, on a enquêté dans les tribunaux, on voyait passer des dossiers, des dossiers et des dossiers de divorce et de séparation. Et en fait, dans les classes populaires, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un homme qui gagne le SMIC et une femme qui gagne 400-500 euros par mois, qui travaille à temps partiel, mal payé. Enfin, voilà, ça c'est vraiment le quotidien des séparations conjugales, c'est ce type de revenus-là. Et est-ce que l'idée de travail domestique, travail ménager, travail parental est quelque chose qui est arrivé jusqu'à la justice ? Alors là, ça c'est un gros point. Oui, alors... Parce que moi, par exemple, je me suis même demandé s'il n'existait pas un système pour facturer, pour me rendre compte du travail que je fais et dire à mon compagnon, en fait, regarde en chiffres et en sous ce que ça représente. Donc ça, c'est une grande question, la valorisation du travail domestique. D'abord, il faut dire qu'on doit aux féministes matérialistes d'avoir dit « c'est du travail ». Ce qu'on fait à la maison. Merci Christine Delphi. Voilà, merci Christine Delphi. Entre autres, parce qu'elle n'était pas toute seule. C'est du travail gratuit. Alors ça, ce qu'on constate aujourd'hui quand on regarde les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, c'est que, en gros, si on considère vraiment ce travail domestique comme du travail, on constate que les femmes, donc dans les couples avec enfants, en moyenne, elles travaillent 54 heures par semaine et les hommes 51 heures. Donc les femmes ont en moyenne 3 heures de moins de loisirs. En revanche, pour les femmes, 2/3 de ce travail qui est gratuit, alors que pour les hommes, 2/3 de ce travail qui est payé. Et donc là, on voit une inégalité très forte. Et en plus, cette inégalité, elle se nourrit puisque l'investissement des femmes dans le travail domestique les empêche d'investir dans leur carrière. Tandis que pour les hommes, le fait d'avoir quelqu'un qui assure l'essentiel du travail domestique chez eux leur permet de s'investir davantage dans leur carrière. Et donc, ça creuse les inégalités. Et ça, on le voit très bien parce que chez les célibataires, les inégalités de revenus entre hommes et femmes, elles sont de 9%. Et dans les couples de sexes différents, elles sont de 42%. Il y a même un facteur supplémentaire qu'on n'arrive pas encore complètement à expliquer, qui est que dans le monde du travail, être une femme, c'est déjà pas super. Être une femme avec enfant, on se retrouve tout en bas. Par contre, être un homme avec enfant, c'est un bonus. Les hommes avec enfants s'en sortent mieux dans leur carrière que les hommes sans enfants. Donc du coup, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en revanche, dans la justice aux affaires familiales, le coût du fait de s'occuper des enfants sur les carrières professionnelles, c'est quelque chose qui est jamais, jamais, jamais comptabilisé. Et ce que ça rapporte aux hommes que de ne pas avoir à s'occuper de la garde des enfants et de ne les prendre que quand ils peuvent les prendre, ce que leur permet leur travail, eh bien ça, c'est jamais comptabilisé non plus. C'est pas ça la prestation compensatoire ? Alors la prestation compensatoire, ça c'est seulement pour les couples mariés. Ouais. Donc en fait, c'est seulement, maintenant, il y a plus de la moitié des enfants qui naissent hors mariage, comme disent les démographes. Et ça, en droit français, pour l'instant, il y a très peu de systèmes de compensation des inégalités qui sont creusés dans la vie conjugale pour les couples non mariés. Il n'y en a pas, rien n'est prévu. Par contre, pour les couples mariés, il y a effectivement cette prestation compensatoire qui est censée compenser les inégalités qui sont creusées du fait de la vie conjugale. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ce soit pas des inégalités qui soient là au départ, il faut que ça se soit creusé. Et puis, il faut qu'à l'arrivée, il y ait cette inégalité. C'est-à-dire, si vous avez la malchance d'avoir sacrifié votre carrière professionnelle pour un monsieur qui fait faillite au moment du divorce, vous récupérerez rien du tout. On a vu des cas comme ça. Ce qui limite aussi énormément la prestation compensatoire, c'est le fait que, notamment depuis 2002, elle ne peut plus être versée sous forme de rente mensuelle, mais sous forme de capital. Donc, pour obtenir une prestation compensatoire, il faut que l'ex-conjoint il soit capable de verser une somme relativement importante au moment du divorce. Ça peut être étalé sur quelques années, mais du coup, en fait, ça a considérablement à la fois baissé le nombre de femmes qui en ont bénéficié et la valeur de ces prestations compensatoires. Aujourd'hui, pourquoi ça a été changé, ça ?
Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Je pense que, moi, j'ai aucun souvenir. C'est au début des années 2000. Moi, j'ai aucun souvenir dans les médias d'un débat public sur cette question-là. Donc, Assemblée nationale à majorité socialiste, avec donc on a repris les débats parlementaires pour voir ce qui s'était dit, quels étaient les arguments. Et un des arguments, c'était de dire, c'était des arguments qui se présentaient comme féministes et qui consistaient à dire que, voilà, désormais, il y avait une banalisation des divorces, que de plus en plus de gens divorçaient, et puis que les femmes, désormais, avaient leur autonomie professionnelle, et que donc, il fallait pas qu'elles dépendent de leur ex-conjoint toute leur vie, donc que ça se règle. Il fallait que ces divorces soient réglés une bonne fois pour toutes, pour que les gens puissent se remettre en couple sans avoir à payer des pensions pour les ex-conjoints. On voit quand même qu'en pratique, ça a eu pour effet de faciliter la remise en couple des hommes. Et on sait qu'il y a une inégalité là-dessus aussi. C'est qu'après une séparation conjugale, notamment quand il y a des enfants, les hommes se remettent en couple plus tôt et plus facilement que les femmes, et plus souvent que les femmes. Donc en fait, cette loi, elle a eu pour effet de réserver les prestations, de diminuer considérablement les montants des prestations compensatoires et de les réserver aux plus riches aussi, puisqu'il faut un capital pour pouvoir le verser. Donc en fait, ce système qui était un peu le seul qui existait de compensation des inégalités de niveau de vie après une séparation, il a été affaibli considérablement au nom du féminisme il y a 20 ans. Pour préciser, avoir une idée de la mesure des choses, le niveau médian des prestations compensatoires, quand on additionnait les rentes versées en tenant compte de l'espérance de vie, c'était au-dessus de 90 000 euros. Et aujourd'hui, je crois que c'est 23 000 euros. Donc c'est quasiment divisé par 4 en fait. Donc c'est vraiment énorme. Et déjà, à l'époque, on n'est pas sûr que le montant de cette prestation compensatoire, ça valait ce fameux travail domestique fourni sur toute une vie conjugale. Et ça, la question de la valorisation de ce travail domestique, c'est aussi une question que se posent les économistes féministes depuis assez longtemps. Donc il y a eu des évaluations, on considère que c'est à peu près un tiers du produit intérieur brut. Voilà, est-ce qu'il faut le valoriser au prix auquel est payé l'équivalent, par exemple une femme de ménage, quelqu'un qui fait la cuisine, une garde d'enfants. Alors là, le problème, c'est que malheureusement, dans la famille, ce travail il est peu reconnu, mais dans le monde du travail, c'est pas non plus les fonctions les plus valorisées. Donc du coup, ça fait une valorisation un peu minimale de la valeur du travail domestique, un peu minimaliste. Et après, on peut le valoriser aussi au coût d'opportunité, c'est-à-dire les salaires que perdent les femmes dans le temps qu'elles consacrent au travail domestique. Ah, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Et ça, alors surtout pour les femmes diplômées, ça fait un montant nettement plus élevé. Mais la grande question, c'est qui paye ça ? Voilà. Est-ce que ce sont les hommes qui rémunèrent leur épouse ou leur compagne, ou bien est-ce qu'on socialise ça ? Est-ce que ça serait l'État qui rémunérerait ces tâches-là ? Voilà une autre question qu'on pourrait poser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moment des séparations, quand il est question de calculer une pension alimentaire, donc la pension alimentaire, en principe, c'est la contribution du parent non gardien à l'entretien des enfants. Donc c'est censé dépendre du coût de l'enfant et puis des moyens de chacun des parents. Et ce qu'on constate, c'est donc dans ce coût de l'enfant, les magistrats, ils ont vraiment énormément de mal à prendre en compte cette fameuse valeur du travail domestique, et notamment ce que ça coûte aux femmes en fait de pas mener les carrières professionnelles qu'elles pourraient mener sinon. Alors souvent en fait, les juges ils fixent les pensions alimentaires sans se poser cette question du coût réel de l'enfant. Ils la fixent en fonction de ce qu'ils considèrent que le père peut payer, donc sans le désinciter à travailler. Voilà, sans le désinciter à travailler. Et puis ensuite, alors quand l'homme commence à avoir des revenus un peu confortables, et où là, il pourrait commencer à être capable de payer des pensions vraiment conséquentes, là, les juges ont tendance à calculer autrement et à aller regarder effectivement le coût de l'enfant, mais avec une définition du coût de l'enfant qui est assez restrictive, qui est plus le coût de la scolarité, le coût des activités extrascolaires, éventuellement le coût de la garde d'enfants quand il y en a une, la cantine, etc. Mais jamais ils vont regarder combien ça coûte à une femme de prendre son mercredi, d'être à temps partiel, etc.
Donc voilà, il y a vraiment une définition limitée du coût de l'enfant qui tient très peu compte de ce fameux travail domestique gratuit. C'est l'idée que le travail domestique est un travail et que du coup, ça a un effet sur les carrières professionnelles des deux conjoints et que peut-être ils pourraient se partager ce coût-là. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est encore en tête des juges. Je pense qu'on peut en tout cas, la grande majorité d'entre eux. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, c'est vrai que la question du travail domestique, là, nous, on était très heureuses que le concept de charge mentale, qui est un concept du féminisme des années 70, des jeunes femmes s'en ressaisissent, que ça revienne sur le tapis. Donc ça, c'est vraiment super. Mais la manière dont on pense souvent le travail domestique, on le pense souvent en termes de temps. Donc les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, de temps par semaine. Mais en fait, peut-être ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est justement chiffrer. Et pas chiffrer seulement sur des échelles de court terme, c'est-à-dire pas chiffrer à la journée ou à la semaine ou au mois, mais enfin ce qu'on montre avec le livre, c'est que quand on raisonne à une échelle patrimoine et non plus seulement revenu, eh bien à l'échelle de la vie, en fait, tout ce travail domestique que les femmes elles font, en cumulé, ça pèse très lourd c'est Christian Baudelot qui avait résumé notre livre « Les femmes travaillent et les hommes accumulent ». C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout au long de la vie, les femmes, elles travaillent et il y a tout ce travail gratuit qui n'est jamais payé et qui n'est jamais reconnu, y compris au moment où il y a la justice qui s'en mêle et où il y a quelques outils quand même du droit, comme les prestations compensatoires, où on pourrait les reconnaître. Eh ben non, ça c'est vraiment ce qui n'est jamais reconnu. Et à l'échelle d'une vie, eh ben ça produit des vraies inégalités de richesse et qui sont pas du tout en train de se résorber comme d'autres inégalités qui sont davantage combattues, les inégalités de salaire. Bon, ben mine de rien, c'est pas encore ça, mais enfin, je pense que la plupart des gens en ont conscience. Alors que cette inégalité cumulée de la prise en charge du travail domestique gratuit à l'échelle d'une vie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pensé en fait. Et alors, comment vous expliquez, sachant qu'en France, on parle beaucoup de redistribution des richesses, comment mieux répartir les richesses, on adore en discuter, les tablés d'hommes pour parler de ça pendant des heures, etc. Quand il s'agit de redistribuer, parce qu'en fait c'est ça, c'est redistribuer les richesses aussi au sein des couples, ça n'existe pas. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on est d'accord, ça revient à ça, à se dire, ok, à un moment... il y a une injustice. Bon, alors ça, c'est quand même un peu un objectif du livre, c'est de politiser ces questions. C'est-à-dire que, enfin, même pour nous, voilà, de parler de qu'est-ce qui se passe dans une étude notariale, de parler de ces questions qui peuvent paraître techniques, de questions fiscales, de questions juridiques. L'idée du livre, en fait, c'était que cette matière qui est à la fois juridique et économique, technique, un peu rébarbative, de montrer que là, il y avait des combats politiques à mener. Donc voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais enfin, nous, notre rôle, c'était déjà celui-là, c'est-à-dire de mettre le sujet sur la table. Et je pense qu'ensuite, il faut s'en emparer politiquement, quoi. Après, mais si on n'a même pas conscience que là, il y a des choses qui se jouent, c'est difficile en fait de... Non, après, je pense qu'on a aussi une responsabilité, et je prends complètement la mienne, et c'est ce que je dis dans un autre épisode, c'est que ma génération féministe, on a fait du boulot, on a fait du boulot, mais par contre, tout ce qui est chiffres et économie, ça... Mais ça c'est aussi le résultat de socialisation différenciée entre les garçons et les filles. C'est ça le plus terrible. Nous, on est sociologues, c'est ce qui est génial, c'est que quand on va à un colloque études de genre, il n'y a que des femmes. Quand on va à un congrès de sociologie économique, il n'y a presque que des hommes. Quand on va dans des tables, des réseaux de recherche sociologie de la famille, à nouveau, il n'y a que des femmes, mais ils ne parlent pas d'économie. Donc voilà, le monde est... c'est aussi ces divisions horizontales entre qui commencent très tôt dans la famille, mais enfin qui se poursuivent à l'école et dans les milieux professionnels, qui font qu'on pense ces questions-là de façon séparée. Voilà, la famille... Ça, c'est Viviana Zelizer qui dit ça extrêmement bien. Donc, c'est une sociologue américaine qui fait de la sociologie économique. Et elle dit qu'on est amené à penser que d'un côté, il y a les sentiments, l'affectif, la famille, et puis l'économie comme des mondes hostiles. Et il faut en permanence on les pense en permanence de façon séparée. Alors qu'en fait, il suffit d'y réfléchir 2 minutes pour voir que
ce qu'elle appelle les transactions intimes font partie de la banalité de notre quotidien. Donc, ça peut être dans la famille des histoires de pension alimentaire, d'argent de poche qu'on donne à ses enfants, de comptes conjoints ou séparés. Mais enfin, aussi, alors elle va plus loin. Elle dit les relations avec une prostituée, c'est à la fois entre un client et une prostituée, c'est à la fois très intime et économique. Elle parle des psys aussi, c'est à la fois très intime et économique. Donc voilà, en permanence, l'affectif et l'économique sont entremêlés, alors même qu'on nous a appris à les séparer et à les penser séparément. Donc il faut impérativement les penser ensemble pour penser ce type de questions. Il y a 2 difficultés. C'est que d'un côté, en tout cas pour les travaux sociologiques, aujourd'hui, la théorie dominante en sociologie de la famille, c'est que la famille moderne, comme l'appelle par exemple François de Singly, elle se caractérise précisément par le fait que ce qui fait le lien familial, ce ne serait plus la dépendance économique, mais des liens affectifs et électifs. Des liens affectifs choisis dont l'emblème serait la relation conjugale. Donc c'est les sentiments et les choix sentimentaux seraient libérés de ces contingences économiques. Et ça, c'est ce qui caractériserait vraiment la famille aujourd'hui. Donc François de Singly est trop intelligent pour dire qu'il n'y a plus aucun lien de dépendance économique, mais finalement, c'est plus ça qui serait important. Et d'ailleurs, c'est amené presque à disparaître. Finalement, maintenant, les femmes travaillent, elles sont indépendantes économiquement. Voilà. Alors, ce qu'on oublie, et nous, c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est que certes, les femmes sont bien obligées d'être indépendantes économiquement, de s'en sortir. N'empêche qu'elles s'enrichissent pas du tout comme les hommes. Et que ça crée quand même des liens de dépendance et des relations de domination dans les couples qui sont parfois très importantes. Et puis, de l'autre côté, autre difficulté, du côté des études féministes, s'intéresser à la famille hétéronormée, c'est un peu déprimant, quoi. On a un peu l'impression de se trimballer, le familialisme, et même s'intéresser d'un point de vue politique. On se rapproche de la question des politiques familiales, ça sent Vichy, ça fait pas envie, quoi. Voilà, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est si, en fait, faut aller regarder ce qui se passe dans cette famille hétéronormée et les relations économiques qui s'y jouent. Faut se confronter à des trucs pas sympas, du genre cette question de, finalement, ce travail domestique, est-ce qu'il faut le rémunérer? Qui doit le rémunérer, le payer, comment? Et que c'est un vrai enjeu parce que ces inégalités-là, en fait, elles sont en train de se creuser. Mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable. Il y a cette dimension juridique. Voilà, ça fait pas rêver, mais du coup, ce sur quoi on essaye d'insister, c'est que cet enjeu aussi de la reproduction de cette famille hétéronormée et de ces rôles économiques féminins et masculins inégaux, c'est-à-dire des femmes qui travaillent, qui se sacrifient, effectuent aussi ce travail émotionnel d'arrondir les angles, et de l'autre côté, ces hommes qui apprennent très tôt à être ce qui se dit dans les familles d'indépendants, intéressés économiquement, c'est-à-dire dès qu'ils travaillent, être rémunérés, à compter, etc. Eh bien, ces rôles-là, ils sont liés aussi à la reproduction du statut familial des familles, à la reproduction de la société de classe, et que donc il y a vraiment un double enjeu à se saisir de ces questions, à la fois féministes et puis aussi du point de vue des inégalités entre classes sociales. On se choisit, on s'aime, mais l'inégalité économique crée un rapport de domination. Les transactions monétaires sont partout, y compris au cœur des familles. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.